Let's Prod, le podcast de la production musicale. Let's Prod, par DJ Network, l'école des DJ et du son. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Let's Prod, le podcast de la production musicale. Je suis Benjamin, formateur à l'école DJ Network. Au programme de cet épisode, développer son réseau professionnel dans la musique. Pour démarrer l'émission, nous accueillerons Kous, DJ producteur et grand espoir de la scène électronique mondiale. Après de nombreuses signatures chez Confession, le label de Chami, Kous a créé son propre label Noir sur Blanc Records. Aujourd'hui, il compte parmi les meilleurs producteurs bass house du moment. Très récemment, il a sorti avec Mala un morceau Hell, signé lui aussi chez Confession. Nous évoquerons avec lui les différentes facettes de son activité, son travail au quotidien, et chercherons à savoir comment il a réussi à développer son réseau professionnel. Dans une seconde partie, nous nous intéresserons de près au développement d'un réseau professionnel dans la musique. Qui sont les personnes influentes de l'industrie musicale ? Comment les contacter ? Nous verrons comment collaborer avec d'autres artistes et développer son projet artistique. Et pour terminer, nous parlerons technique avec quelques méthodes et astuces pour enregistrer et mixer des voix. Voici pour un aperçu du programme. Let's Prod, c'est parti. Let's Prod. Pour débuter cet épisode, nous accueillons le DJ producteur Kous. Salut Kous, dans quelles circonstances as-tu débuté ton parcours de producteur ? Pour faire un peu simple, quand j'étais plus jeune, peut-être 12-13 ans, je commençais à écouter pas mal de musique, beaucoup de musique électronique. Je remarquais que la musique électronique, elle prenait de plus en plus de place. Tout ce qui est les musiques qui passaient en radio, tu vois, par exemple les Black Eyed Peas, David Guetta, ça commence à vraiment marcher et passer partout. Et c'est ça qui m'a un peu attiré vers ce côté électronique et avec les synthés de l'époque et ce rythme un peu, tu vois, de 128, 126 BPM. Je me suis mis à regarder un peu YouTube et il y avait beaucoup de mix qui traînaient. Donc à l'époque, peut-être Joachim Garraud. Il y avait l'époque des podcasts aussi sur iTunes avec Sébastien Bennett. Et tout ça, en fait, c'est un peu ce qui m'a lancé un peu dans la musique électronique. Quelles ont été les personnes déterminantes au début de ta carrière ? On va dire au tout début dès que je commençais la musique et commençais les premières prods, je pense que c'est mes amis qui ont été les personnes les plus importantes pour moi, je pense, dans le fait du soutien qu'ils apportent, qu'ils croient au projet, peu importe si la musique elle est bonne ou pas, au final ils vont toujours être là à te soutenir et te dire de continuer et de pas lâcher et que c'est cool ce que tu fais, tu vois. J'ai vraiment appris moi-même tout en autodidacte sur YouTube, mais je pense plus là maintenant au début de ma carrière aux gens qui ont confiance en ma musique, les gars comme Chami ou Mala qui m'ont soutenu dès le début et j'en passe quoi, mais voilà ceux qui m'ont signé mes premiers morceaux. Comment as-tu réussi à contacter Chami et Mala ? Par mail, j'ai chopé leur mail, je sais plus, des amis d'amis. En fait, je me suis fait vite pas mal de relations sur Facebook en interne avec pas mal de producteurs. J'essayais vraiment d'agrandir mon réseau, tu vois. De fil en aiguille, j'ai réussi à choper le mail de Chami ou il a peut-être mis sur Twitter, quelque chose comme ça. Et je lui ai envoyé une fois, 2 fois et ensuite c'est passé quoi. Quelles sont les personnes qui t'entourent aujourd'hui ? As-tu par exemple un manager ? Ouais, aujourd'hui j'ai une équipe. Je travaille avec Théo Knockar et Antoine Knockar, donc 2 frères. On travaille ensemble depuis 4 ans. Je les ai rencontrés ces gars-là sur une radio durant une petite interview. Donc c'était vraiment le tout début de Kous. J'avais pas signé chez Confession encore. Pour te dire, ils ont décidé de vouloir travailler avec moi. Je m'entendais super bien avec ces gars. On avait vraiment un bon feeling et on continue de travailler aujourd'hui ensemble et c'est avec eux que j'ai créé le label Noir sur Blanc. Comment gères-tu ton emploi du temps, notamment au niveau de ton projet perso et de la gestion de ton label ? J'essaye de répartir assez bien entre projet perso et label. Je me focus sur mon projet perso parce que j'ai la chance d'avoir quand même des personnes qui travaillent avec moi sur le label. Donc je t'ai parlé de Théo, Antoine, qui s'occupe aussi du management du label. Et on a une autre équipe avec des A&R qui s'occupe d'écouter les démos, une partie communication, une personne, Pierre Alexis, qui s'occupe de distribuer des mix d'artistes sur les plateformes. Donc voilà, j'ai la chance de pas gérer ça tout seul et heureusement, parce que le label prend de l'ampleur et c'est impossible de gérer ça tout seul, quoi. Parle-nous un peu de l'aspect communication. Quelle est ton approche ?
perso pour le projet Kous, pour moi, je trouve ça vraiment important, l'aspect communication. Il faut toujours être présent. Mon approche pour les réseaux sociaux, c'est vraiment avoir mon identité visuelle, qui est vraiment importante d'avoir. Nous, on joue sur le côté, et ce que j'adore, ça a toujours été comme ça, sur le côté un peu volcanique de ma musique qui est énergique, donc côté orange, rouge, ces couleurs-là. Et aujourd'hui, l'aspect visuel de tes réseaux sociaux va jouer beaucoup, et c'est quelque chose à vraiment pas négliger. Certes, il faut que tu fasses de la bonne musique pour être écouté, pour être joué, mais à côté de ça, la gestion des réseaux est tout aussi important en fait. D'ordre général, comment procèdes-tu pour créer un nouveau morceau ? Démarres-tu par le break, le drop ? Écoute, ça dépend en fait, tout dépend. Si j'ai des phases d'inspiration où je suis vraiment en phase de plutôt de test, on va dire, où j'ai pas vraiment d'inspi. Si je suis inspiré, je vais vraiment souvent commencer par créer des nappes, un peu d'atmosphère, projeter sur une idée d'un morceau, avec peut-être des vocal chops, des vocaux par-ci par-là, avec beaucoup de reverb pour me créer vraiment, mettre l'atmosphère du morceau. Ensuite, je construis mon build-up, ma construction de... bien sûr, il y a mon synthé qui va jouer les premières notes et les notes principales du break. Et ensuite, je construis mon morceau dans la montée, et j'imagine vraiment par la suite le drop qui pourrait arriver, quoi. Qu'est-ce qui peut apporter ce drop pour valoriser le morceau, on va dire, pour faire quelque chose d'assez efficace, quoi. Au niveau des synthétiseurs, es-tu 100% digital ou possèdes-tu des synthés hardware ? Non, je suis 100% digital. J'aimerais bien passer sur des synthés hardware, analogiques, etc., externes. Mais bon, là, je me suis pas encore penché dessus. Je sais que ça a un coût déjà. Peut-être dans les années à venir, d'ici 1 an ou 2, je pense, j'aurai déjà fait quelques achats en termes de synthé. Ça me donne vraiment envie, là, sachant qu'on a du temps, de découvrir un peu ce milieu et ce que ça peut apporter à mon son. Ça tombe, je vais pas plonger dedans et ça va pas me plaire plus que ça, mais je pense qu'il faut essayer déjà acheter au moins un synthé, voir un petit peu et ensuite on verra ce que ça donne, quoi. Quels sont les synthés digitaux que tu utilises ? J'utilise beaucoup de Massive, les classiques, Massive Serum. Il y a Faceplant qui est pas mal, Spire qui est bien. Après, pas mal d'Omnisphere aussi. J'utilise de plus en plus Omnisphere et Bank Contact pour tout ce qui est ambiance et rajouter des choses qui sonnent un peu plus, on va dire, des instruments plus proches de la réalité, quoi. Peux-tu nous donner tes 3 plugins d'effets préférés ? Alors pour les plugins d'effets, ce que j'utilise pas mal, chez Native Instruments, j'utilise le Transient Master. Je pense qu'il est connu de beaucoup de producteurs. J'utilise beaucoup sur mes drums, un petit peu sur des synthés, mais c'est vraiment très léger. Sur mes drums pour avoir beaucoup plus d'attaque et avoir des drums qui ressortent beaucoup plus sur ton mix. Le kick tweak, c'est Chris Lake, j'avais vu ça sur un tuto. Je mets ça sur mon kick, c'est un genre de compresseur qui permet d'apporter un peu plus de volume à ton kick. C'est assez efficace. Et ensuite, je peux te donner le RC20, le Retrocolor là, de chez XLN, qui est pas mal, qui permet de donner, dénaturer un petit peu un synthé qui sonne un peu basique et lui apporter de la couleur, un peu ce que tu souhaites, quoi, un peu de disto. Pour le faire sonner un peu plus analogique aussi, tu peux, c'est vraiment quelque chose qui est cool. Et côté banque de son, quelles sont celles que tu conseillerais ? Je télécharge pas mal de banques de sons, je suis sur Splice bien évidemment, comme pas mal de gars. J'ai pas vraiment de banque favorite en fait, je suis plus à piocher, à aller chercher des choses qui sont vieilles, des vieilles banques qui datent de quelques années, pour éviter d'avoir des sons qui sonnent comme tout le monde, quoi. Mais pour te dire j'ai regardé un petit peu Ojo Tent, qui ont des banques pas mal pour leur perc et leurs drums. Donc c'est Ojo Tent, T-E-N-T. Dans ton parcours, y a-t-il une erreur, qu'elle soit technique ou stratégique, que tu as commise et que tu voudrais faire éviter aux jeunes artistes qui nous écoutent ? Au niveau technique, je pense plus là aux parties DJing, donc sur les shows, quand tu vas arriver à avoir tes premiers shows. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Au niveau des clés USB, donc sachant que tu vas te booker, tu vas avoir déjà des platines à disposition dans la totalité des cas, quasi la totalité des cas. Tu auras juste à ramener tes clés USB avec Recordbox, tout préparé. Et moi, en fait, au tout début, je négligeais un peu cette partie-là, même si j'avais pas beaucoup d'argent, etc. Mais j'avais des vieilles clés USB vraiment pourries. Sur pas mal de shows, j'ai eu beaucoup de bugs en termes de chargement, ça mettait du temps, des stress, tu vas au soundcheck et la clé marche pas. Mes managers, ils m'en ont pas voulu, mais on a débattu beaucoup de fois là-dessus. Si j'ai une erreur qu'il faut pas que je refasse là maintenant dans les années à venir, c'est vraiment au niveau de prendre du bon matos et en termes de clé USB, pas de prendre de risques et se mettre en sécurité en fait, en zone de confort. C'est déjà quelque chose de stressant de monter sur scène pour certains, surtout quand tu débutes. Et moi, je me mettais en difficulté avec des choses que je maîtrisais pas. Le matos, c'est tout con, tu vois, les clés USB, mais ça, c'est des erreurs que j'ai faites, ouais. Pour terminer, aurais-tu une astuce de production à partager avec nos auditeurs ?
Honnêtement, ouais, j'ai peut-être des astuces, mais c'est peut-être des choses que je fais maintenant naturellement, que je me rends pas compte. Des choses que j'ai découvertes récemment, c'est je travaille beaucoup plus sur tout ce qui est mastéréo de tous les éléments de mes morceaux. J'ai remarqué que beaucoup d'éléments de mes morceaux auparavant sur des anciens morceaux, la stéréo est moins présente et cet effet un peu d'espace est moins présent et je le ressentais vraiment quand je joue en club. Donc aujourd'hui, je porte vraiment une attention spéciale sur la stéréo et sur vraiment que tous les bons éléments, certains éléments soient bien mono, kick, sub, etc. Et le reste, je joue vraiment avec mes stéréos pour que ça donne un effet et que ça apporte quelque chose au son, du volume. Aussi au niveau de mon sidechain, je travaille de plus en plus au niveau de mon sidechain avec beaucoup plus de détails. Je les refais, en fait, je refais mon sidechain à la main avec soit un filtre ou avec une automation de volume pour en fait vraiment gérer ça comme je souhaite et pas juste mettre un LFO Tools ou un volume shaper par exemple. Ça prend du temps, mais bon, je le fais moi-même à la main et comme ça, j'ai vraiment les résultats que je veux. Merci à Kous pour ses réponses et ses conseils qui aideront certainement certains d'entre vous à développer leur activité de producteur. On enchaîne avec quelques stratégies que vous pouvez mettre en place pour développer votre réseau professionnel dans la musique. Let's Prod. Dans l'industrie musicale, on a coutume de dire que le réseau est l'un des facteurs les plus importants de la réussite. En effet, même avec un grand talent, savoir s'entourer des bonnes personnes est primordial pour mener à bien un projet musical et développer un parcours artistique. Les jeunes artistes, j'entends par là les compositeurs, producteurs, beatmakers et autres créateurs de musique en tout genre, ont parfois du mal à identifier et contacter les bonnes personnes pour développer leur projet. Avant toute chose, il faut déterminer quel type d'artiste vous êtes. Si vous êtes un producteur de musique électronique au sens large, le développement de votre carrière passera certainement par des signatures de morceaux sur un ou plusieurs labels. Même s'il faut viser haut, ne limitez pas vos efforts à démarcher uniquement les majors et les plus gros labels de votre style de prédilection dès vos premiers morceaux achevés. Dans le milieu, on constate que les choses se font petit à petit, étape par étape, et dans un ordre finalement assez logique. L'une des méthodes qui a fait ses preuves est de se renseigner sur les artistes qui ont signé sur les gros labels que vous aimeriez atteindre. Il est fort à parier que certains d'entre eux possèdent leur propre label, et c'est peut-être à ces labels qu'il faut proposer vos premiers morceaux. Ceci en quelque sorte pour débuter votre intégration dans la sphère musicale visée, et peut-être commencer à côtoyer les artistes qui gravitent autour des plus gros labels. Commencez par trouver l'adresse mail destinée à l'envoi des démos et envoyer votre meilleure musique. Les petits labels répondent généralement à tous les artistes qui leur envoient des morceaux, ce qui est rarement le cas des gros labels. Vous pouvez aussi essayer de contacter l'artiste directement via les réseaux sociaux. Si vous arrivez à être signé sur un premier label, prenez cela comme une première marche de votre parcours. Qui sait, vos prochaines productions, si elles en valent la peine, seront peut-être proposées par l'artiste lui-même directement à de plus gros labels avec lesquels il collabore. En parallèle, vos premières signatures vous permettront de développer votre fanbase et votre réseau professionnel. Vous pourrez communiquer sur un contenu réel, la sortie de vos tracks, des photos, des vidéos et tout autre contenu régulier qu'un artiste distribué peut générer. Soyons clairs, sauf cas exceptionnel, vos premiers titres vous serviront certainement plus à communiquer qu'à récolter de l'argent. On est là typiquement dans de la communication. C'est tout, mais c'est déjà pas mal car c'est vos morceaux distribués et diffusés qui vous permettront certainement d'être repérés et bookés pour des performances scéniques. Qu'en est-il des musiques urbaines ? Si vous êtes beatmaker, vous aurez besoin de placer vos instrus créés auprès d'artistes déjà en place ou en devenir. Rappeurs, chanteurs ou chanteuses. Vous pouvez aussi intégrer un groupe ou collectif d'artistes pour développer des projets communs. Entrer en contact avec les artistes de renom n'est pas une chose facile et vous devrez souvent passer par leur manager ou des beatmakers avec qui ils travaillent déjà. Ce sont généralement eux qui proposent les instrumentales aux rappeurs. Là aussi, vous pouvez les contacter et leur envoyer vos sons en utilisant leur adresse mail professionnelle ou en les contactant directement sur les réseaux sociaux. Évidemment, n'envoyez que vos meilleures productions et n'espérez pas une réponse dans la journée. Placer une instru vous permettra d'en placer une deuxième, puis une troisième, etc. Et ainsi développer votre réseau et asseoir votre crédibilité. Une autre méthode consiste à contacter les professionnels via le répertoire IRMA. Vous pouvez y accéder par le site cnmwork.fr/annuaire. Ce répertoire professionnel référence l'ensemble des acteurs de l'industrie musicale. Vous aurez accès aux coordonnées de très nombreux professionnels de la musique, à leur adresse mail et quelquefois même à leur numéro de téléphone. Cela peut s'avérer très utile si vous recherchez un professionnel spécifique
comme un éditeur musical ou un distributeur. Enfin, n'oubliez pas que les rencontres physiques sont souvent un bon moyen de développer son réseau. Les salons professionnels peuvent aussi être l'occasion d'échanger des cartes de visite et de déboucher sur des opportunités de collaboration. Si vous souhaitez en savoir plus sur le music business et connaître précisément comment l'industrie musicale fonctionne, sachez que DJ Network propose une formation certifiante sur le sujet. Let's Prod. L'enregistrement et l'amélioration des voix. Sur la plupart des productions musicales commerciales, les voix occupent une place centrale. Aujourd'hui plus que jamais, elles doivent donc être de la meilleure qualité possible. Paradoxalement, l'environnement acoustique et matériel des home studios n'est généralement pas optimisé pour enregistrer des voix. C'est très certainement le cas chez vous, n'est-ce pas ? Même si les plugins d'effets dont nous disposons aujourd'hui nous permettent d'éliminer la plupart des imperfections, une bonne prise de son permet de faciliter le travail, notamment à l'étape du mixage. Quel est l'élément le plus important pour une bonne prise de voix ? Évidemment le micro. Ce dernier est essentiel. De nos jours, les microphones les plus utilisés pour la captation de voix sont le Sony C800G et le Shure SM7B pour le rap. Les Neumann U47 et U67 sont plus pour la pop. Des micros plus récents comme le Slate Digital Virtual Microphone System ou le Thousand Labs Sphere sont aussi de plus en plus utilisés. Ces derniers émulent, reproduisent la plupart des micros vintage et peuvent être une solution financièrement plus abordable. Autre équipement nécessaire, un préampli, dont le rôle est d'amplifier le signal du micro. Le plus célèbre est sans doute le Neve 1073. Il permet de colorer la prise de voix d'une manière unique. Prenez soin de toujours bien contrôler le gain d'entrée de manière à enregistrer à environ -18 dB. Enfin, les enregistrements de voix nécessitent toujours une étape de compression afin de contrôler les changements brusques de volume sonore. Le TubeTech CL1B ou encore le Teletronix LA2A sont parfaits pour ça. En plus du matériel, un savoir-faire technique sera utile pour arriver au résultat souhaité. C'est pourquoi nous conseillons aux producteurs débutants dans le domaine de la prise de son de passer par un studio professionnel pour enregistrer les voix. Une fois que vous aurez compris les rudiments de la prise de son concernant les voix, vous pourrez investir dans un bon micro et pourquoi pas dans une interface audio Universal Audio, qui vous permettra de bénéficier de la technologie Unison. Cette technologie émule de nombreux préamplis et compresseurs analogiques, mais également d'enregistrer sans latence. Au moment du mixage, l'essentiel sera de nettoyer les voix, notamment dans les basses fréquences avec des équaliseurs dédiés. Pour cela, nous vous conseillons l'utilisation du plugin FabFilter Pro Q3, qui a l'avantage de travailler en dynamique et ainsi adapter en permanence la correction appliquée. Toujours à l'étape du mixage, pensez à appliquer une ou plusieurs compressions afin d'obtenir une voix bien présente. Des compresseurs comme le Waves Airvox ou le Waves CLA76 sont parmi les plus utilisés. Avec beaucoup de travail et un peu d'investissement, vos enregistrements de voix et votre mixage devraient rapidement atteindre un résultat professionnel. C'est tout pour aujourd'hui. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et un maximum d'étoiles sur votre plateforme préférée. Et en attendant, let's prod! Let's Prod. Le podcast de la production musicale. Let's Prod. Par DJ Network, l'école des DJ et du son.